Bonjour à tous. Je m'appelle Alexandre Brugeron, je suis hydrogéologue au BRGM et je suis ici pour vous parler d'une étude qu'on a faite en partenariat avec un syndicat d'eau pour essayer d'identifier les captages d'eau du syndicat qui étaient les plus sensibles aux effets du changement climatique. C'est une approche un peu R&D, un peu innovante pour un syndicat d'eau. Alors je vais rapidement vous rappeler le contexte, les enjeux, les objectifs de cette étude-là, faire un petit constat rapide sur l'évolution du climat, ce qui a drivé un peu l'étude et ce qui a expliqué la volonté du syndicat à avoir une vision long terme pour des besoins d'investissement. Et rapidement vous présenter une approche. Alors il y aura des termes un petit peu scientifiques, mais je vais essayer de vulgariser un peu tout ça, pour ensuite vous présenter quelques résultats types de ce type d'approche qui permet d'avoir une photographie de l'ensemble des captages d'un syndicat vis-à-vis de cette sensibilité au changement climatique. Alors le contexte, les questions posées aujourd'hui sont nombreuses. Comment anticiper le changement climatique, comment préserver et restaurer les continuités écologiques, comment prévenir les inondations, les sécheresses, comment préserver, restaurer la qualité. Et pour les besoins du syndicat aussi, comment préserver une certaine forme de continuité de service dans les usages de l'eau et développer une gestion patrimoniale qui soit la plus vertueuse possible. Donc en gros, comment mettre en place une action publique qui soit efficace. Et donc c'est à ce titre qu'un partenariat s'est créé entre nous et le syndicat, très ambitieux, sur à peu près 7 ans prévu, qui est toujours en cours, et qui visait à faire un état des lieux des connaissances de leur territoire, et qui va aboutir in fine à de la modélisation, de l'intégration de scénarios de changement climatique, de changement d'usage, etc. Voilà, pour essayer d'avoir une vision la plus exhaustive possible, et un bilan général de leurs ressources en eau, et permettre pour eux aussi de prévoir des plans d'investissement et des programmes de mesure sur certains de leurs captages. Alors moi, ce que je vais vous parler plus précisément, c'est sur un des axes de ce partenariat qui visait déjà à faire un état photographique de leur captage. Et savoir, en gros, pour répondre à la question, si j'ai un peu plus de 200 captages, sur lequel je dois faire un focus, parce que je sais que potentiellement, à moyen long terme, il va y avoir des problèmes de quantité, parce que la nappe va atteindre des niveaux trop bas et que l'équipement du forage est plus adapté, etc., etc. Pourquoi ce volet? Alors, le SDDA voulait avoir une vision vraiment complète. Nous, c'était très intéressant aussi de travailler pour un syndicat sur du long terme, et surtout, c'est un syndicat qui a vraiment des velléités d'avoir une vision long terme de leurs investissements. Donc développer une méthodologie innovante, reproductible, et puis, comme je disais, sécuriser au mieux les futurs investissements du SDDA. Alors au BRGM, on a plutôt l'habitude de travailler à des échelles plutôt macro, nationales, bassin hydrographique, bassin versant, mais rarement, beaucoup plus rarement à l'échelle d'un captage, et de caractériser un captage par rapport à une quantité d'autres captages. Donc pour nous, le challenge, c'était de vraiment travailler sur un truc avec de la réduction d'échelle et travailler avec des données des fois très macro, notamment toutes les données climatiques, et de l'appliquer à une échelle de captage. Bon. Alors au SDDA, juste pour vous repeigner le contexte, on a à peu près 400 ouvrages qui sont recensés dans leur base de données, et 255 ouvrages qui sont actuellement actifs ou non actifs, c'est-à-dire mis à l'arrêt, au secours, ou pas encore mis en service. Voilà. Donc on s'est appuyé sur ces 255 ouvrages, et l'idée c'était de les classer de 1 à 255 vis-à-vis de leur sensibilité au changement climatique. Un petit constat sur l'évolution du climat et ses conséquences. Bon, je pense que beaucoup de gens ici sont sensibilisés à ça. Si on regarde à l'échelle mondiale, les prévisions du GIEC montrent qu'il y a un réchauffement observé dans la période actuelle par rapport à une période historique, à peu près 1 degré à l'échelle de la planète, un peu plus d'1 degré, et que les différents scénarios qui sont envisagés de réduction des émissions de dioxyde de carbone, de gaz à effet de serre, etc., font que malgré tout, même le scénario le plus optimiste, on verra une augmentation encore de la température d'1,5 degré.
Et les scénarios les plus pessimistes, qui malheureusement semblent de plus en plus réalistes, tablent plutôt sur des augmentations de température de 5 degrés. En France, il y a des études qui ont été menées aussi, plus spécifiquement sur le territoire national. C'est à peu près les mêmes ordres de grandeur, une température qui va augmenter de 1,57 degrés, des étés qui vont être beaucoup plus chauds. En fait, ce qui va caractériser le changement climatique, c'est vraiment une accentuation des contrastes, des étés plus chauds et secs, et des hivers particulièrement humides dans une bonne partie du territoire. Donc c'est cette gestion des contrastes qu'il va falloir avoir. 2022 a été l'année la plus chaude, 2023 a été numéro 2 et la médaille de bronze revient en 2020. Donc c'est vraiment des événements, enfin des années récentes avec des températures records. Si on regarde plus précisément au niveau de l'emprise d'études du syndicat, une moyenne des températures réalisées sur la période 88-2017 montre que, on va dire 2 fois sur 3, on a un climat tempéré, à été frais et sec. Et un scénario moyen de changement climatique, les prévisions montrent qu'on va plutôt passer sur du climat méditerranéen avec donc tempéré à été chaud et sec. Donc c'est ce qui aussi et tout cela évidemment va impacter la recharge des nappes, va impacter les niveaux des nappes, va impacter les débits des cours d'eau, notamment en été où les débits des cours d'eau vont vraiment être réduits, les niveaux des nappes vont vraiment baisser. Donc voilà, on a plein de problématiques à gérer. Alors, est-ce qu'il y avait des études un peu similaires à ce qu'on voulait faire avec le syndicat? La réponse est non. Il n'y en avait pas tant que ça. Dans la littérature scientifique, il y a beaucoup d'études qui sont axées sécheresse. Donc, gestion de la sécheresse vis-à-vis d'un captage. Comment, voilà. Donc, vous avez ici un petit exemple où, en fonction du niveau bas de la nappe, eh ben, il y a des ouvrages qui vont être complètement dénoyés. Et donc, ces ouvrages-là sont plus adaptés à l'évolution naturelle du niveau de la nappe vers le bas. Donc, encore une fois, ça nécessitera des investissements supplémentaires. Alors, il y a différentes options qui peuvent être menées pour pallier à ces problèmes, mais voilà. Et ça, c'est un des critères qu'on va considérer dans la suite de notre approche. C'est un critère lié à la vulnérabilité intrinsèque de l'équipement, de l'ouvrage. Il y a des ouvrages qui sont beaucoup plus sensibles naturellement, de fait de leur équipement, de fait de la profondeur, de fait de la manière dont ils ont été faits, que d'autres. Mais il n'y avait pas grand-chose. Nous, dans notre approche, on s'est dit, on va faire quelque chose d'assez... Alors, c'est assez complexe, mais sur la base de critères assez simples. On a identifié 4 critères. On s'est dit, qu'est-ce qui va driver ce type de sensibilité? Déjà, intrinsèquement, l'ouvrage, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, il y a aussi les caractéristiques de la nappe qui est captée par l'ouvrage. Là, ce qui est certain, c'est que si dans l'aire d'alimentation du captage, il y a beaucoup d'ouvrages qui prélèvent déjà, le risque est d'autant plus grand que quand on va être dans des périodes de crise, les prélèvements vont s'accentuer au risque d'impacter encore les prélèvements réalisés dans le captage AEP. Et du coup, on va risquer de dénoyer certains des captages. Et il y a des caractéristiques aussi qui sont propres à la nappe, à la formation géologique qui contient la nappe, qui font que il y a des nappes qui sont plus résistantes que d'autres, on va dire. Donc ça, c'est pareil, je vous en parlais rapidement tout à l'heure. Et puis, il y a aussi un facteur d'exposition climatique, évidemment. On a essayé de prendre en considération un critère qui soit le plus intégrateur possible, donc qui comprenne la pluie, les types de roches en surface, etc. Donc, on a utilisé le critère de recharge de la nappe. Et on a fait des prévisions de recharge à horizon 2100. Et on s'est appuyé sur ces prévisions de recharge-là pour intégrer dans notre approche. Alors, premier critère, en fait, on est parti d'une approche très simpliste, c'est-à-dire qu'on doit classer chaque ouvrage pour chaque critère du meilleur au plus mauvais. Le meilleur ici va être celui qui, même si le niveau de la nappe est extrêmement bas, historiquement bas, il est encore très très haut par rapport aux positions des crépines ou de la pompe. Et dans ces cas-là, il y a une certaine forme de sécurité encore, et l'ouvrage ne sera pas impacté négativement par ces niveaux très bas. Malheureusement, il y a des cas inverses, et beaucoup de cas inverses, où c'est souvent des petits puits peu profonds,
des trous nus des fois, ou des sources qui sont particulièrement par contre sensibles, elles, à la variabilité du niveau et à des niveaux très très bas. Donc on va créer une sorte de classement, une solution idéale, une solution idéale. On va faire ça pour les 4 critères d'ailleurs. Ici vous avez le résultat, par exemple pour les captages de l'aube, de cette différence entre le positionnement des pompes et des crépines et le niveau extrêmement basse d'eau de la nappe. Et on voit que déjà, en fonction du contexte, quand on est dans un contexte de la nappe de la Craie, qui est une nappe très très large, avec un volume, un stock d'eau important et une capacité à tamponner, on va dire aussi, les intrants climatiques, on a moins de risques, on a souvent des ouvrages assez profonds et on a des niveaux de nappe, même s'ils sont bas, qui restent encore assez hauts. A contrario, on a des secteurs localisés, et notamment dans les calcaires du Jurassique, ou des fois dans les alluvions, des choses comme ça, où on a des ouvrages qui sont beaucoup plus petits, et du coup, malheureusement, beaucoup plus réactifs à la variabilité climatique, et intrinsèquement, du coup, plus sensibles. Donc voilà, on les a classés de cette manière-là. Le deuxième critère, alors là, je vous présente les 4 critères selon l'ordre d'importance. Pour nous, le plus important, c'était l'équipement. Après, il y a le critère, qu'est-ce qui est prélevé dans l'aire d'alimentation du captage. C'est assez logique de comprendre que plus il y a des volumes d'eau qui vont être prélevés au sein de la zone qui alimente le captage, plus le risque est grand que ces prélèvements ils vont s'accroître en cas de sécheresse estivale. Et du coup, ça va impacter négativement aussi l'équilibre naturel de la nappe et impacter donc le rendement du captage AEP. Et donc plus la pression était forte, moins c'était bon, et plus la pression est faible, mieux c'est. Troisième critère, la recharge future. Là, on a fait donc sur la base d'études scientifiques sur la prévision des recharges, de la recharge de la nappe dans le cadre de projets très structurants au BRGM, notamment Explore, c'est des projets peut-être que vous en avez parlé, avec Météo France, etc. Pour essayer d'estimer la recharge future selon une vingtaine de modèles différents et de simulations et de scénarios différents. Et en moyenne, ce qu'on constate, c'est qu'il y a toujours un petit contraste qui se fait de recharge en fonction des formations géologiques, avec des recharges nettement supérieures pour la partie sud-est qui concerne les calcaires du Jurassique, et puis on va dire, d'une recharge beaucoup plus relative au niveau de la craie, la partie centrale. Donc ça, c'est pareil, en fonction du positionnement du captage, on va considérer qu'il y a des captages qui se situent dans des zones plus favorables que d'autres. Et quatrième critère, qui est plus intrinsèque aux caractéristiques de la nappe, on va utiliser un critère qu'on appelle la diffusivité. En gros, la diffusivité, c'est ce qui retranscrit le degré de nervosité de la nappe face à des perturbations extérieures. S'il y a des perturbations extérieures, la nappe va être réactive. Certaines ne le sont absolument pas du tout, restent complètement non impactées par ce qui se passe en surface. Donc c'est vrai que la solution idéale pour nous, c'est de se dire, c'est vrai que si c'est pas trop impacté par ce qui se passe en surface, en termes de gestion, d'un point de vue opérationnel, c'est beaucoup plus simple parce qu'on sait que naturellement la nappe va descendre ou monter, mais qu'il n'y va pas y avoir d'impact au-dessous. Voilà. Une fois qu'on a tout ça, on a fait, alors je vais passer rapidement là-dessus, on a utilisé un algorithme en gros qui nous permet de classer les ouvrages en fonction de ces 4 critères-là, en les croisant, en les pondérant, c'est-à-dire en appliquant des poids préférentiels sur un critère par rapport aux autres. Et évidemment, la grosse nécessité, c'était que pour chacun de nos ouvrages, on ait une valeur associée pour chaque critère qu'on puisse croiser. On a utilisé un panel d'experts pour nous dire, voilà, si on prend ce critère 1 et ce critère 2, pour vous, quel est le plus prépondérant? Et sur ce panel d'experts, on a à peu près interrogé une vingtaine de personnes. In fine, on arrive à avoir une répartition des poids, des 4 valeurs de poids les plus, qui vont être appliquées sur les critères. Et la finalité, et c'est ce qui était recherché par le syndicat, c'est d'avoir une cartographie de leur captage, de celui qui est potentiellement le plus sensible face aux impacts du changement climatique au regard de ces 4 critères-là et de cette approche-là, et à contrario d'avoir une vision aussi de ceux qui ne le sont moins. Et clairement, ce qui ressort de notre approche, c'est que dans les choix qu'on a fait d'approche, de critères et de méthodes, on voit qu'il y a certains contextes
d'ailleurs assez à enjeu, notamment à proximité de Troyes, dans les nappes des alluvions à proximité de Troyes, où il y a des ouvrages qui sont particulièrement sensibles au changement climatique, qui s'avèrent devenir sensibles. On a d'autres cas de figure aussi un petit peu particuliers, et à contrario, au niveau de la craie, de manière générale, donc c'est tout ce qui est apparu ici en vert, on a des ouvrages qui le sont beaucoup moins. Ça correspond, encore une fois, à ce qu'il faut retenir, ça résulte de choix sur des critères et des pondérations. Et l'intérêt de notre approche, c'est qu'on a créé un outil, une macro, simple macro Excel, qu'on a mis à disposition du syndicat, et lui-même peut rejouer les valeurs des critères, les valeurs des poids, limiter son approche à certains ouvrages et pas à d'autres, etc. Et on a même fait un rendu plus territorialisé, pardon, parce qu'ils ont eux-mêmes un découpage de leur territoire. On leur a fait un rendu sous forme d'atlas avec le classement des ouvrages territoire par territoire. Là, ce que je vous montre, c'est notre credo au BRGM, c'est qu'on essaie d'être transparent sur la fiabilité des données qu'on a utilisées pour caractériser chacun des ouvrages. Et on peut voir que, en fonction des contextes, alors là c'est une note sur 20 pour l'ensemble des ouvrages, donc il y a globalement des bonnes notes, mais par exemple dans la partie sud-est, il y a beaucoup plus d'interrogations sur les données qu'on a utilisées. Et donc dans ces cas-là, il faut faire attention à l'interprétation qu'on va avoir de ce résultat. Pour finir, ce qui a été particulièrement intéressant et qui a été très utile pour le syndicat aussi, c'est qu'il a fallu passer par une grosse fouille bibliographique, et notamment sur ce qui touche aux équipements de leur captage. Parce que finalement, ils avaient une base bibliographique avec des documents un petit peu en pagaille, mais rien de bancarisé sur la profondeur de l'ouvrage, le positionnement des crépines, des pompes, toute information, la nappe qui était captée, etc. Donc, en préalable à cette étude, on a fait un gros travail de fouille, d'analyse documentaire, et on a essayé de leur apporter déjà cette première réponse, qui a été vachement appréciée. Après, il a fallu identifier une méthode, parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, il y avait peu de recul dans la littérature scientifique sur ce type d'approche. Et c'est vrai qu'on a fait le choix d'une approche algorithmique. Il y en a d'autres qui existent, on aurait pu en tester d'autres. Ce n'était pas forcément l'objectif de l'étude. Il fallait qu'on choisisse quelque chose qui soit facilement reproductible. Et des critères aussi qu'on a choisis. Peut-être que d'autres en auraient choisi différemment. Voilà. L'objectif, c'était d'aboutir à un classement. C'est ce qu'on a fait. On a des niveaux d'incertitude qu'on a formulés également au syndicat, ce qui va eux-mêmes leur donner des pistes aussi d'amélioration sur la connaissance de leurs équipements. C'est-à-dire qu'on a pu cibler des secteurs où là, on n'a pas d'infos. Peut-être qu'il faut faire du passage caméra dans un ouvrage pour savoir véritablement jusqu'où il va, à quelle profondeur, où sont situées les crépines, dans quel état il est. Et ça, c'est des indications qu'on a pu leur formuler et qui vont leur être utiles parce qu'ils ont en programmation de faire justement ce type d'investigation sur leur captage. Et comme je disais tout à l'heure, l'objectif c'était... Alors initialement, on avait pensé à des ABAC. C'était peut-être pas très facile à mettre en œuvre. Donc du coup, on leur a fourni un outil assez simple sous forme d'une macro Excel où en gros ils ont leurs ouvrages, les critères, des valeurs de critères, et dès lors qu'ils vont investiguer et améliorer la connaissance sur un de leurs ouvrages, ils vont pouvoir mettre à jour leur fichier et relancer l'algorithme pour voir où cet ouvrage va éventuellement être placé dans le classement final. Voilà. Et je crois que c'était tout pour cette étude-là. Je vous remercie pour votre attention déjà. Et puis, nous sommes au pavillon 3, stand D37. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez d'autres questions sur la gestion des ressources en eau, mais également sur d'autres thématiques du BRGM, telles que les risques et tout autre. Et également... si vous avez aussi des questionnements autour de la déclaration des forages, notamment les forages domestiques, on a ici un expert qui est mon collègue qui est avec moi ici, qui pourra éventuellement répondre à des questionnements autour de la réglementation et des déclarations de ces ouvrages. Voilà, je vous remercie.
Je ne sais pas si vous avez des questions. On a encore un petit peu de temps pour des questions, si vous voulez. C'est bon. J'espère avoir été clair.